Bonjour, merci à vous tous d'être présents, merci à l'Ordre des médecins de m'avoir invité et merci à Didier pour son introduction tellement chaleureuse. Alors le sujet de la matinée, c'est effectivement médecins patients en difficulté. Moi, je vais essayer de me centrer sur une série de médecins face à certaines difficultés, face à certaines populations qu'on pourrait appeler les populations vulnérables et qui nous mettent, nous, soignants du quotidien, dans des situations parfois difficiles à gérer en raison de différences culturelles, de l'aspect extérieur de ces patients, de leur comportement, de la structure dans laquelle ils sont amenés à consulter, de la chronologie des références, en fait de multiples facteurs qu'on peut relier à la notion de vulnérabilité. Donc je vais vous parler des populations vulnérables et des médecins qui essayent, au mieux qu'ils peuvent, de prendre en charge ces populations vulnérables et peut-être donner quelques clés pour mieux comprendre certains éléments déterminants qui pourraient aussi peut-être nous aider à améliorer la qualité et la facilité de nos prises en charge. Vulnérable et vulnérabilité, ce sont des concepts très très complexes, très très difficiles à définir. Peut-être que pour nous médecins, une vulnérabilité, c'est un ensemble de facteurs de risque, des facteurs de risque isolés, éventuellement cumulés, et qui aboutissent à ces définitions et qui montrent déjà que la vulnérabilité n'est pas quelque chose de statique, mais c'est un degré avec lequel une population, un individu ou une organisation est capable ou incapable d'anticiper, de s'adapter, de résister à des chocs, à des catastrophes, à des éléments qui surviennent dans la vie. Alors, quels sont ces facteurs de risque? Facteurs de risque de morbidité, de mortalité, surtout quand ils sont cumulés. L'enfant, surtout la petite enfance, la grossesse, l'âge, surtout le grand âge, les maladies chroniques dont l'addiction, l'immunodépression, la pauvreté, la malnutrition, le sans-abrisme, la migration, les situations irrégulières, l'insalubrité, la misère sociale, on pourrait en ajouter beaucoup. Et vous vous rendez compte qu'effectivement, parfois, souvent même, ces vulnérabilités, ces facteurs de risque s'additionnent les uns aux autres pour aboutir à ce qu'on appelle des doubles diagnostics, des triples diagnostics. Un migrant sans papier dans la rue, alcoolique et addict dans un état de pauvreté, de dénutrition. Donc effectivement, le risque de morbimortalité est vraiment très très important. On a bien entendu essayé de quantifier, d'expliciter les différents facteurs. Et voilà par exemple un score de vulnérabilité qui est utilisé en France pour construire un index qui pourrait amener à la reconnaissance d'un état de vulnérabilité au versement de certaines allocations. Alors, au niveau de notre façon de pratiquer la médecine, nous médecins, on est souvent, on est nécessairement dans le relationnel, dans une relation duelle, un médecin et un patient, et notre approche au niveau de notre formation notamment, est essentiellement basée sur cette approche curative entre deux individus avec différents paradigmes, depuis le scientisme et un certain positivisme jusqu'à une approche plus globale. Et la question que nous nous posons face à ce patient individuel, isolé éventuellement dans sa vulnérabilité, c'est pourquoi cet individu est-il malade. Donc, Donc, c'était l'approche, je dirais, de la médecine individuelle. Il y a une autre approche qui est une approche plutôt de santé publique qui essaie de replacer ce patient isolé, individuel, dans un contexte plus collectif, plus communautaire, et qui aboutit de façon caricaturale à ce que nous nous posons la question, pourquoi ou quel est le rôle de la société dans la maladie de cet individu, et on peut évidemment remplacer malade par vulnérable. Donc les deux doivent évidemment toujours coexister. On ne peut pas rester uniquement les pieds dans la boue face aux individus en détresse. On ne peut pas non plus systématiquement prendre de la hauteur, avoir un point de vue méta et oublier la souffrance quotidienne de nos patients.
Les deux approches sont non pas différentes mais complémentaires, puisqu'effectivement, souvent, un ou quelques facteurs conditionnent l'état de santé d'un individu, alors qu'à un niveau sociétal, les facteurs sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus intriqués, avec des allées-venues de l'un vers l'autre. J'ai vraiment des problèmes avec ce truc. Voilà. Et d'ailleurs, ce n'est pas la présentation que j'avais donnée, décidément. Alors, ça, c'est un modèle qu'une commission de l'OMS a essayé d'imaginer pour voir si on se place tout à fait du côté droit de la diapo, donc la santé, le bien-être, l'état de santé d'un individu, restons à l'échelon de l'individuel. Ce qu'on imagine en tant que médecin, c'est que des facteurs directs conditionnent son état de santé, notamment son mode de vie, est-ce qu'il fume, est-ce qu'il boit, est-ce qu'il fait du sport. Donc on appellerait ça des déterminants directs ou intermédiaires de la santé. Mais au plus on se déplace vers le côté gauche de la diapo, au plus on arrive à des facteurs plus structurels qu'on pourrait appeler les déterminants non médicaux de la santé. Et on imagine bien sûr, nous médecins, que l'important c'est les soins, et c'est vrai, face à un malade, il faut des bons soins, mais ce qui déterminera l'état de santé global d'une population, ce sont plutôt les facteurs à gauche de la diapo. Et si on veut essayer d'en tirer des modèles quantitatifs, on peut dire que le ratio est de 80-20, donc 20% de l'état de santé d'une population découle de facteurs comportementaux directs et 80% découle de facteurs socio-économiques, politiques liés au logement, à l'enseignement, aux politiques sociales, aux politiques macroéconomiques. Ceci pour dire que c'est une difficulté supplémentaire qu'on est systématiquement confronté, entre guillemets, ce n'est pas notre faute, face à une impuissance par rapport à l'organisation sociétale dans son ensemble. Et donc on pourra arriver à une approche médicale globale où, pourrait-on dire, on passe de la notion d'individu vulnérable à la notion de population vulnérable, avec une approche qui doit être en même temps individuelle et collective, isolée et communautaire, et effectivement, cette approche holistique met souvent le médecin en difficulté au travers d'une certaine impuissance qui découle de sa position, effectivement, face à face par rapport à son patient. Quand on envisage les choses de cette façon-là, l'impuissance est décuplée par le fait qu'on pourrait dire que tout est déterminé, qu'un individu qui est dans la rue, illettré, sans papier, alcoolique, voilà, il est stigmatisé d'une part par la société, éventuellement par le corps soignant. On sait très très bien quel genre d'accueil peut recevoir ce genre de patient, mais aussi que déterminé d'une façon statique, c'est-à-dire que, entre guillemets, il n'y a quand même rien à faire. Or, ce n'est pas vrai. Nous pouvons faire quelque chose, d'autant que ce genre de patients finissent au début ou à la fin de leur parcours par approcher le corps médical et faire des demandes qui souvent ne peuvent pas être entendues ou reçues ailleurs. Donc il faut prendre la vulnérabilité comme quelque chose plutôt de dynamique, comme une spirale, une série de pertes successives suite à une série de chocs successifs. Et effectivement, ces populations vulnérables cumulent des facteurs de risque et les confrontent à des situations de risque et de choc qui les font diminuer sur le plan médical, sur le plan morbidité, systématiquement vers le bas, mais nous pouvons agir sur deux facteurs qui étaient stipulés dans la diapositive, qu'on appelle la reliance et la résilience. Reliance, c'est le fait que l'humain est un animal social, que l'homme a besoin des autres hommes pour vivre et pour se mettre en relation. Et la reliance, c'est le fait que chacun, que ce soit au niveau individuel ou collectif au niveau d'une société, a en soi des capacités de rebondissement, de réaction à ces chocs et à ces catastrophes. Et nous, je pense comme soignants, que c'est quelque chose qui peut être terriblement mobilisateur de se dire que nous pouvons contribuer à mobiliser ces capacités de résilience chez nos patients fragiles. Donc voilà
une petite diapo qui représente l'effet de choc sur des patients moins vulnérables, donc ce sont les lignes du dessus, après un choc, ou bien on retrouve un état initial, ou bien il y a une guérison complète, ou enfin guérison selon le langage médical, ou une guérison incomplète, mais on voit qu'en fonction de cette ligne horizontale là, qui traverse toute la diapo et qui représente le seuil de vulnérabilité, il suffit de quelques chocs pour que l'individu passe en dessous du seuil et se retrouve dans une position de risque majeur au niveau de la morbimortalité. Donc vulnérable mais résilient, les chocs, et la résilience est quelque chose qui a de très nombreuses dimensions, bien sûr physique, nous y sommes confrontés au premier chef, mais aussi psychosocial, et même on décrit à la résilience ironique des dimensions spirituelles. Ce qui veut dire que puisqu'il y a quelque chose à faire et que l'accès aux soins de ces patients vulnérables est souvent limité en fonction d'une couverture sociale, d'une couverture médicale insuffisante, la couverture médicale universelle est en soi un moyen de faire face et aussi un moyen pour le médecin de pouvoir prendre en charge dans un contexte dénué de confrontation aux difficultés financières de ces patients, et en sachant aussi que cette CMU, CSU, couverture santé universelle, pour dépasser simplement le domaine du soin pour aller vers le domaine de la santé, est une revendication qui a été maintenant endossée par les plus grandes instances internationales. Je pense à l'OMS, je pense à l'UNICEF, je pense aux Nations Unies. Encore faut-il bien s'entendre sur cette notion de couverture universelle. Ça ne doit pas être un paquet de soins élémentaires avec un ticket modérateur important et une réserve pour certains soins de base. La couverture universelle comporte 3 dimensions. Toute la population, y compris ceux qui a priori n'ont pas de couverture sociale, tous les soins et pas seulement les soins élémentaires, et avec une accessibilité notamment financière, mais aussi géographique, culturelle et sociale totale. Et cette notion de couverture médicale universelle a été travaillée à partir des constats d'accessibilité ou d'inaccessibilité aux soins ici en Belgique, il y a quelques années, en 2013-2014, par une étude conjointe de Médecins du Monde et de l'INAMI. Ça a débouché sur la publication d'un livre vert. Et à l'occasion des 50 ans de l'INAMI l'année dernière, il y a eu la publication d'un livre blanc qui reprenait une série de recommandations, pour ne pas dire de revendications, dont les 2 premières concernaient justement cette couverture médicale universelle. Et donc actuellement, avec l'INAMI, il y a vraiment une démarche extrêmement proactive pour essayer de réaliser concrètement et structurellement une couverture universelle, c'est-à-dire par exemple une fusion de tous les régimes subsidiaires pour aboutir à ce que la population dans son entièreté, y compris les sous-populations les plus vulnérables, puissent avoir un accès inconditionnel aux soins. Ça, ce sont des arguments, je dirais, d'ordre éthique, d'ordre déontologique, d'ordre moral dans la mesure où la morale sociétale englobe la déontologie médicale, mais sur le plan socio-économique, on peut aussi y voir des avantages au niveau de la couverture financière de ces soins. Et l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne vient de publier, il y a quelques mois à peine, une étude extrêmement bien menée sur le plan économique des soins. Donc quand je dis les soins, ce sont les conséquences du coût des soins et pas du tout les conséquences d'une perte de rentabilité sociale par des individus malades et qui sont incapables de faire face à leurs devoirs sociétaux. C'est une étude qui a été menée dans 3 pays extrêmement différents, la Grèce, l'Allemagne et la Suède, et qui a comparé 2 types d'approches, soit donner les soins uniquement en situation d'urgence médicale quand ces populations vulnérables arrivent par exemple à l'hôpital suite à un choc plus important que les autres, par exemple en cas d'hypertension, un AVC ou un infarctus, ou bien une autre population lorsque les soins ont été donnés de façon inconditionnelle tout au long des filières. Et on a pris 2 situations de santé, 2 problèmes de santé traceurs, très très différents aussi. L'hypertension
chroniques touchant plutôt des populations âgées, et les soins prénataux, épisodes aigus, touchant plutôt des populations jeunes. Et dans les deux cas, le protocole expérimental était extrêmement rigoureux par une série de dichotomies mutuellement exclusives. Voilà, des migrants en situation irrégulière sont soit normotendus, soit hypertendus, donc c'est une dichotomie exclusive. Dans les deux cas, il y a un screening, un dépistage ou pas du tout. S'il y a un screening et qu'on diagnostique l'hypertension, il y a un traitement ou pas de traitement. L'étude est basée sur des chiffres réels et sur des chiffres extrapolés à partir des données de santé publique des trois États en question, donc Grèce, Allemagne et Suède. Et on aboutit, décidément, à des résultats assez impressionnants qui montrent que dans tous les cas, sur le plan économique et financier, la couverture médicale universelle est intéressante pour les trois États, avec des chiffres assez concordants montrant finalement la validité de l'étude. En ce qui concerne l'hypertension, sur un an, on économise 9% sur le plan financier en Allemagne et en Grèce, 8% en Suède, en 5 ans 12%, et sur toute la vie 16%, avec une diminution de 340 AVC et de 220 infarctus pour 1000 migrants sans papier. L'économie est assez comparable aussi dans les trois États en ce qui concerne les soins prénataux, puisque sur 2 ans, donc l'année de la grossesse et une année de suivi postnatal, puisque là, les conséquences morbides d'un non-suivi se marquent au niveau de l'enfant par des troubles du développement, des petits poids, etc. 48% en Allemagne et en Grèce et 69% en Suède. Voilà, donc j'espère avoir contribué à un plaidoyer vraiment très très fort pour aller vers une couverture universelle et peut donner quelques clés pour que nous ayons moins difficile, nous médecins, face à ces populations qui sont particulièrement difficiles, accumulant les facteurs de risque et aboutissant à des situations humaines dramatiques qui nous mènent dans des situations de souffrance assez difficiles à supporter. Merci beaucoup.